Si les gens qui ont été victimes acceptent de venir raconter leur histoire à ceux qui ne l'ont pas encore été, il y a fort à parier que le jour où la menace se présentera à votre porte, vous serez mieux préparé et que vous y ferez face plus efficacement. C'est une des clés de notre raison d'être, c'est justement favoriser, développer la coopération, être un peu le catalyseur des échanges. L'association en tant que telle, elle est juste là pour réunir les gens. Et donc, c'est les contributions que chaque membre apporte qui vont faire la richesse du collectif. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un acteur peu connu du grand public. Donc, ça va parler plus au monde de l'entreprise. Et j'ai hâte de découvrir avec vous. Donc, il s'agit de l'Intercert France. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un CERT, C-E-R-T, sachez qu'on va découvrir ensemble. Et de toute façon, on est un petit peu obligé d'en parler pour en savoir plus après sur ce que c'est justement que l'Intercert France. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Frédéric Lebastard. Vous êtes président de l'Intercert France. Bonjour Frédéric. Bonjour Leslie, bonjour à tous. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de l'Intercert dans le podcast. Avant toute chose, parce qu'on va garder un petit peu de suspense, on ne va pas parler de CERT tout de suite, on va déjà parler de vous. Moi, j'aimerais bien savoir un peu plus sur votre parcours, comment vous êtes arrivé dans le monde de la cyber. Alors c'est un long parcours puisque j'ai déjà 48 ans, donc ça fait quelques paires d'années que je travaille effectivement dans ce monde, dans lequel je suis rentré en 2009. Avec l'équipe dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc c'est une équipe qui est basée à Nantes pour un grand groupe français et qui travaille sur les sujets de détection et de réponse aux incidents de sécurité notamment. Donc pour ce grand groupe. À l'époque, en 2009, on parlait pas encore de cybersécurité, on parlait plutôt de sécurité des systèmes d'information. Les incidents de sécurité, c'était souvent des légendes. On n'avait pas beaucoup d'informations officielles à leur sujet. On en parlait très peu dans les médias mainstream. C'était une affaire d'experts et assez confidentielle. Depuis, ça a un petit peu changé. La pression de la menace, elle s'est beaucoup développée. Les organisations se sont dotées de moyens à la hauteur de cette menace pour y répondre et pour rester debout, parce que on le sait, c'est parfois ça peut aller jusqu'à ébranler une structure au point de la mettre à terre. Et donc ces équipes se sont développées. Et en se développant, elles ont aussi éprouvé le besoin de partager les unes avec les autres, et je pense qu'on va pas mal parler de tout ça aujourd'hui. Et moi, je me suis retrouvé dans les débuts de ces échanges en France. J'étais pas le pionnier, mais j'étais au début de l'histoire, quand on a rejoint en fait un groupement qui était en place avec une dizaine d'autres organisations et qui formait un groupe qui s'appelait Intercert FR. Donc, beaucoup trop de consonnes pour qu'on arrive à le prononcer facilement, mais néanmoins... ça reste toujours un peu mystérieux, on est toujours dans la légende. On est toujours dans cette légende, en effet. C'est un groupe qui n'avait pas d'existence... entre guillemets officielle, dans le sens où c'était pas porté par une structure morale qui pouvait le représenter. C'était plutôt des compagnons d'infortune qui se retrouvaient une fois de temps en temps pour partager leurs difficultés, comme des marins qu'on retrouverait dans un port et qui se raconteraient, qui se partageraient leur fortune de mer, et on échangeait autour de difficultés qu'on avait rencontrées, mais encore une fois, le paysage à l'époque était bien moins intense que celui qu'on connaît aujourd'hui, et donc c'était des échanges qui avaient lieu à peu près tous les 2 mois. On se voyait une fois de temps en temps pour partager. Donc vous échangiez sur l'état de la menace, des nouvelles failles qui ont été découvertes par les collègues, et ça a aidé d'autres entreprises à mieux se protéger, c'est ça ? Ouais, exactement. Il y avait, notamment historiquement, alors c'est vrai partout, mais en tout cas pour la France, le domaine bancaire est un domaine dans lequel il y a une forme de maturité qui est sans doute un peu plus importante que dans d'autres métiers, parce que tout simplement il est plus réglementé, donc on est obligé de faire plus de choses parce qu'il y a des gens qui viennent vérifier.
Donc il y avait typiquement des acteurs qui s'attaquaient aux banques et les banques qui avaient été victimes de ces acteurs-là expliquaient aux autres banques ce qui leur était arrivé pour justement partager, parce qu'en fait, les adversaires des banques, ils sont pas l'adversaire d'une banque, ils sont les adversaires de toutes les banques. Et donc, vu qu'ils s'attaquent à tout le monde, on a plutôt intérêt de se parler. Donc il y avait une sorte d'entraide même au sein de la concurrence. Exactement. Et effectivement, c'est pas toujours naturel. Rare, c'est pas toujours naturel d'imaginer que ça existe, cette coopération entre concurrents. Et je peux vous dire qu'elle est pleine et entière. Alors que les activités de ces concurrents sur leur métier premier sont extrêmement c'est féroce, je pense, la concurrence entre eux. Et bien quand il s'agit de partager autour des incidents de sécurité, il y a beaucoup de barrières qui tombent. L'union fait la force. Exactement, ouais. C'est ce vieux proverbe africain qui dit que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc on est tout à fait dans cette logique-là. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière, à savoir qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour vous lancer dans ce monde-là à l'époque ? Alors moi, à l'époque, j'ai une formation universitaire dans le domaine des télécoms, parce que moi j'étais diplômé en 98. Et à l'époque, la sécurité, c'était même pas une option dans les formations universitaires, quoi. On n'en parlait pas, pour ainsi dire. Et puis on avait très peu. Enfin, c'était les débuts d'Internet. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y avait, on l'oublie complètement, mais on n'avait pas Internet à la maison, quoi. Voilà. Les quelques barbus avaient Internet à la maison. Ils avaient des modems qui faisaient un bruit affreux là pour se connecter de manière extrêmement lente à Internet, mais c'est effectivement pas du tout l'usage qu'on connaît aujourd'hui. Ça s'est bouleversé depuis. Donc c'est une formation universitaire dans le domaine des réseaux et des télécoms, ce qui est mon métier de base et dont je suis pas très éloigné d'ailleurs toujours aujourd'hui, parce que Internet c'est les réseaux, quoi. Oui, c'est l'évolution finalement des télécoms, donc c'est complètement logique. C'est de connecter les organisations les unes avec les autres et en essayant maintenant de le faire avec un peu de sécurité. Donc moi j'ai commencé effectivement comme ça. J'ai eu un parcours de quelques années dans une entreprise de services numériques qui s'appelait une SS2I à l'époque, et puis les ESN aujourd'hui. Voilà, et j'ai eu à faire différents jobs. En fait, j'ai commencé comme développeur. D'un naturel un peu curieux, je me suis intéressé à comment le serveur sur lequel je développais mon code fonctionnait. Donc, je me suis intéressé un peu au système, aux bases de données. Comme j'avais une formation dans le domaine des réseaux, j'avais un champ de vision assez large sur comment tout ça fonctionne. Ça a pas mal plu d'ailleurs aux commerciaux de l'époque qui m'avaient embarqué avec eux en avant-vente chez les clients. Et je me suis retrouvé donc à faire un job assez finalement polyvalent et ouvert. Et je crois que c'est hyper utile d'ailleurs pour des gens qui seraient intéressés à s'impliquer dans ces métiers-là, de pas se spécialiser trop vite et si possible de garder un champ assez large d'ouvert dans les compétences qu'on développe. Et puis ensuite, assez vite, je suis rentré dans un grand groupe, une grosse structure où j'ai progressivement, après avoir conduit des projets dans le domaine de la sécurité, travaillé toujours dans le domaine des télécoms, et puis pris en charge finalement des activités plus opérationnelles de cybersécurité. J'ai vu aussi que vous étiez certifié hacker et investigateur forensique par le Conseil européen. C'est un vieux dossier là que vous sortez. Alors, c'est sur votre profil LinkedIn. Ouais, tout à fait. Alors, pour être très clair, c'est une formation qui s'appelle CHFI, donc c'est le Certified Hacker and Forensic Investigator, une certification que j'ai dû obtenir avant 2010, je pense, et qui est produite par un organisme de formation américain qui s'appelle ici Council, et qui a une valeur toute relative à mes yeux. Oui, j'ai été étonné qu'on puisse être certifié hacker officiellement. Ouais, alors bon, tout dépend de comment quelle définition on porte au mot hacker. Tout à fait. C'est parfois assez contesté. Dans cette certification, elle a son sens originel qui est la capacité à détourner un système des fonctions pour lesquelles il a été conçu. Et pas à des fins malveillantes. Donc, c'est le... La différence entre le hacker éthique... Oui, alors, une terminologie que j'aime pas beaucoup, moi, mais... D'accord, vous utilisez quoi comme terminologie c'est plutôt chercheurs en sécurité dans ces cas-là, selon moi. C'est des chercheurs en sécurité, et sinon, c'est des adversaires, quoi. Ceux qui sont du mauvais côté. Donc effectivement, j'ai obtenu cette certification
qui, voilà, je vous le disais, n'a pas une grande importance à mes yeux aujourd'hui. Très bien. On va revenir justement à ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors oui, même si je m'exprime surtout au nom de l'association, mais je peux quand même évidemment répondre à votre question. Donc aujourd'hui, moi, je suis en charge de diriger une équipe qui fait un peu plus de 40 personnes, qui est basée à Nantes et qui travaille sur les activités d'anticipation, donc de renseignement sur la menace, les activités de tests de sécurité et des activités de détection des incidents de sécurité. Et vous êt président de l'Intercert Et je suis France. effectivement président de l'Intercert France, donc c'est une association qui regroupe les équipes comme la mienne, alors qui sont comme la mienne, je le dis de manière très rapide, mais elles sont toutes assez différentes. Il n'y a pas un modèle standard de CERT, c'est assez variable en fonction des organisations qui les accueillent. Justement, on va en parler. Qu'est-ce que c'est un CERT, donc C-E-R-T? Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'acronyme? Alors, l'acronyme, en fait, il a deux définitions. Il a déjà une définition littérale, c'est le Computer Emergency Response Team, donc une cellule de réponse aux incidents de sécurité. Et c'est aussi une marque qui a été déposée par une université américaine, l'université de Carnegie Mellon, qui en détient les droits d'usage, mais qui est en train de les abandonner progressivement. Donc, aujourd'hui, c'est une zone un peu grise. On ne sait pas toujours si c'est pertinent ou pas de continuer à s'appeler CERT. En tout cas, moi, l'équipe que je dirige, elle a ce nom-là. Et l'Intercert, c'est le regroupement de ces équipes-là. Alors, on a une autre appellation qui est pas munie de droit d'usage, qui est l'appellation de CSIRT, C-S-I-R-T, c'est le Computer Security Incident Response Team. C'est exactement la même chose qu'un CERT. C'est juste que dans un cas, il y a une marque déposée, dans l'autre, il n'y en a pas. Mais ce sont de parfaits synonymes. Et donc, l'Intercert va réunir au sein d'une... Enfin, c'est une association qui réunit tous ces CERT et ces CSIRT pour échanger donc, sur l'état de la menace, c'est ça ? C'est ça, en effet. Donc, je vous évoquais tout à l'heure un groupe informel qui existait. Et ce groupe, en fait, vous êtes la finalité, l'évolution de ce groupe informel aujourd'hui. Est-ce que c'est l'Intercert France ? C'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. Donc, ce groupe Intercert FR, qui est un groupe informel, a accueilli de plus en plus d'organisations qui développaient des activités de ce type en France. Et puis, en 2016... on devait être à peu près une petite trentaine d'équipes. Et en fait, quand on voulait réunir une trentaine d'équipes, il y a un petit challenge logistique à adresser. Il faut trouver une salle qui permet d'accueillir près de 100 personnes, offrir un déjeuner aux gens. Donc, ça coûte un petit peu de sous. Et comme vous êtes un groupe qui n'a pas de personnalité morale ou juridique, vous ne pouvez pas réserver une salle. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et donc en 2016, on s'est doté d'une première structure de pilotage. Donc c'était plus un groupe informel, c'était un groupe un peu structuré. Donc avec 4 équipes élues au sein de 2 collèges, le collège des CERT internes et le collège des CERT externes. Donc les internes, c'est ceux qui sont pour le compte d'une entreprise, l'EDF, la SNCF par exemple, et les CERT externes, c'est les CERT qui vendent du service cyber. Donc Wavestone, XMco, Devoteam, Orange Cyberdéfense, enfin je peux pas tous les citer, je veux fâcher personne, mais je peux pas les mentionner tous. Ils étaient donc deux candidats par collège à être élus, et avec un 5e participant qui était l'ANSSI. Et donc l'Agence nationale des systèmes pour la sécurité des systèmes d'information, qui est donc un des services du Premier ministre et le représentant de l'État qui siégeait avec ces 4 équipes. Donc ce quintet finalement animait le groupe. Et voilà, le groupe se développant, comme je vous le disais, on s'est rendu compte que ça ne pouvait plus rester un groupe informel et on a décidé en 2019 de lancer un programme de transformation pour constituer une association. Le Covid est passé par là, on n'a pas gagné beaucoup de temps. L'association a fini par voir le jour en octobre 2021 et elle s'est constituée donc autour de 3 collèges. On a rajouté un 3e collège qui est le collège des équipes institutionnelles. Et donc chaque collège élit 2 représentants et les 6 équipes élues forment le conseil d'administration de l'association. Et donc aujourd'hui, en effet, il y a dans le collège des CERT externes, on va trouver le CERT IST et le CERT Atos. Dans le collège des CERT institutionnels, on va retrouver le CERT de la Banque de France et celui de la Caisse des dépôts et consignations. Et dans le collège des CERT internes, on va retrouver la Société Générale et la Poste.
Et donc, ce sont ces 6 équipes-là qui administrent aujourd'hui l'association. Et vous aurez noté au passage que l'ANSSI n'est plus, l'État en fait, n'est plus dans la gouvernance de l'association. Voilà, c'est une équipe évidemment qui fait partie des institutionnels. Voilà. Ils sont membres bien entendu, et c'est un membre très actif de notre écosystème, mais ils ne sont plus aujourd'hui dans la gouvernance de l'association. Très bien, justement, vous parlez de tous ces CERT, de plein d'entreprises très, très variées, très différentes. Qui peut avoir un CERT aujourd'hui? Comment on monte un CERT et à quel moment, en fait? Alors, qui peut avoir un CERT? Dans l'absolu, n'importe qui. Ceci dit, si vous allez voir votre coiffeur ou votre boulanger, il est peu probable que ça l'intéresse parce qu'il n'a qu'un ordinateur ou peut-être 2. Il n'a pas d'informaticien, et donc les questions cyber, c'est des questions auxquelles il ne peut pas consacrer beaucoup de moyens. Donc on va être en général sur des structures de taille plus importante. Et en fonction des domaines d'activité, on peut avoir des équipes qui sont présentes dans des structures qui ont quelques centaines de collaborateurs, et ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers. Donc il n'y a pas vraiment de règle de taille, hein, ça va dépendre un peu des contextes. Ensuite, pour monter un CERT, la plupart du temps, il faut avoir une certaine maturité. Donc c'est-à-dire qu'il faut déjà une équipe informatique, on appelle ça une DSI, une direction du système d'information, assez conséquente. Et au sein de cette DSI, la plupart du temps, parfois c'est à côté, mais en général c'est à l'intérieur, on va trouver des gens qui sont spécialisés en cybersécurité. Donc des gens qui vont administrer les équipements de sécurité, définir des politiques de sécurité, etc., etc. Et puis au sein de cette équipe, quand on avance et qu'on développe la maturité, on va retrouver des gens qui vont être spécialisés pour les situations où ça se passe pas comme prévu. On a des gens qui conçoivent des systèmes pour protéger, et puis des fois les protections n'ont pas le niveau d'efficacité attendu. Et donc on va commencer à se dire, j'ai eu un incident, il faut que je m'organise pour pouvoir y faire face, pour que la prochaine fois je sois plus réactif. Donc ça arrive tellement souvent, des incidents informatiques, que la plupart des grosses entreprises ont besoin de gérer, de construire un pôle autour de ce sujet-là. Oui, en effet. C'est vraiment une équipe à part entière, à temps plein, présente dans l'entreprise, qui va gérer la crise, en cas de bug informatique ou de cyberattaque, c'est ça? Alors le cas du bug informatique en général, c'est pas trop les équipes de sécurité forcément qui vont s'en occuper. Souvent c'est plutôt des équipes de production classiques, j'ai envie de dire. Mais en effet, les incidents de sécurité, aujourd'hui il y en a beaucoup. On entend beaucoup parler dans la presse, et c'est pas qu'un effet d'amplification, c'est qu'il y a objectivement une augmentation de la pression de la menace là de ces dernières années, qui fait qu'il y a de plus en plus d'incidents dans les entreprises. Et il y a combien de CERT aujourd'hui, vous le savez? Alors aujourd'hui, je peux vous dire combien d'équipes sont adhérentes à notre association. C'est à peu près 80. D'accord, sur toute la France. Sur toute la France. Et si vous m'aviez posé la question il y a un an, je vous aurais répondu que c'était 60. D'accord, donc ça augmente. Donc ça augmente beaucoup. Et là, nous, dans nos règles de fonctionnement, on devient membre après une procédure d'accès qui nécessite un passage devant le conseil d'administration. Et là, sur tout le mois de janvier et tout le mois de février, on a une audition par semaine. Donc il y a énormément de demandes aussi. On a beaucoup de demandes en effet, de nouveaux membres qui viennent nous voir et qui nous disent on a entendu parler de votre association, parce que c'est une petite communauté quand même, la cybersécurité c'est un petit monde. Donc il y a besoin de partager la connaissance et de vraiment de nouer des liens pour faire face à la cybermenace aujourd'hui. C'est hyper important, j'en suis convaincu. Fort heureusement, aujourd'hui, toutes les organisations en France n'ont pas eu à subir une crise cyber majeure. Heureusement. Malheureusement, certaines ont eu à le faire. Eh bien, je suis convaincu que pour celles qui ont eu à faire face à des incidents de ce type, si elles sont suffisamment matures pour venir raconter leur histoire, comment ça leur est arrivé. En général, il y a eu des erreurs de commises pour que l'attaque soit possible. Mais on en fait tous. La perfection n'est pas de ce monde. Et puis aujourd'hui, on sait que le risque zéro, il n'existe plus. Il n'existe pas. La menace évolue bien trop rapidement et se complexifie. Et donc, si les gens qui ont été victimes acceptent de venir raconter leur histoire à ceux qui ne l'ont pas encore été, il y a fort à parier que le jour où la menace se présentera à votre porte, vous serez mieux préparé et que vous y ferez face plus efficacement. Oui, c'est certain. Et donc ça, c'est une des clés de notre raison d'être. C'est justement favoriser, développer la coopération, être un peu le catalyseur des échanges. L'association en tant que telle, elle est juste là pour réunir les gens. Et donc, c'est les contributions que chaque membre apporte qui vont faire la richesse du collectif.
Et donc, comment ça se passe concrètement? Ils ont accès à une plateforme? Comment vous communiquez entre on a vous? 3 moyens principaux de coopérer. Le premier, c'est un système de messagerie instantanée. Donc, il y en a. Voilà, je pense que beaucoup de vos auditeurs connaissent ces systèmes. Il y en a plein de différents. Donc, nous, on en utilise un qui permet donc 24/24, 7/7 à nos membres d'échanger et de partager. Donc on va avoir des canaux de discussion qui vont être présents. On va avoir certains canaux qui vont être des canaux thématiques, par exemple autour de la connaissance de la menace. Par exemple, quand on a eu il y a un peu plus d'un an de ça le début de la situation en Ukraine, eh bien on a créé un canal spécial là-dessus parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur quel est l'impact cyber de ce conflit. Et puis on a aussi des canaux sectoriels. Donc il y a certains domaines d'activité. J'évoquais tout à l'heure le monde bancaire. Les banquiers se parlent entre eux. Les gens qui sont dans le domaine de l'énergie se parlent entre eux aussi, etc., etc. Et donc ça, c'est un média finalement qui permet aujourd'hui, il y a plus de 600 experts et spécialistes cyber qui sont des employés de nos 80 membres, de parler entre eux et d'échanger entre eux. Donc ça, c'est extrêmement utilisé, c'est très actif. Ensuite, on a une deuxième manière de partager, c'est ce qu'on a appelé des matinales. Alors, on a mis ça en place en 2020. À l'époque, on ne pouvait plus se rencontrer. On a mis en place des échanges sur des formats courts de 2 heures en ligne. Et donc, on a des séquences d'échanges. On en a eu une cette semaine où on a réuni près de 200 participants qui nous permettent de partager sur soit un retour d'expérience sur un incident, des évolutions dans les standards que nous utilisons, par exemple, qui sont utiles à partager dans notre communauté. Et puis enfin, le dernier format d'échange que nous avons, c'est ce qu'on appelle des intercert days. Donc, ce sont des rencontres plénières où on se retrouve physiquement les uns les autres et qui durent une journée entière et au cours de laquelle on va là encore avoir des retours d'expérience. On fait parfois intervenir d'éminents membres externes à notre association qui viennent nous éclairer de leur vision de la coopération, de leur vision de l'état de la menace et donc qui profitent à l'ensemble de notre communauté. Et est-ce que toutes les informations que vous récoltez par toutes ces organisations et entreprises, vous les compilez dans un document? Vous avez un bilan annuel de l'état de la menace? Parce que du coup, vous êtes ceux vous êtes les plus proches du terrain. Vous savez exactement, vous connaissez exactement l'état de la menace actuelle, par exemple, par rapport à l'année dernière. Tout à fait. La petite information importante à avoir en tête, c'est que l'association, elle est toute jeune. Elle a été créée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Pour ceux qui l'ont déjà fait, mettre en place une association, ça prend un petit peu de temps. Il faut recruter du personnel, il faut mettre en place des outils, etc. Donc aujourd'hui, on est en train d'arriver au bout de cette étape de mise en place. Et en fait, nos productions n'ont pas encore démarré. Donc c'est des choses qui vont arriver dans le courant de cette année, là, en 2023. On a notamment l'ambition de, comme vous le mentionnez, de produire un panorama des incidents. Parce que, en effet, on pense qu'on n'est pas trop mal placé pour avoir un point de vue. Fait, mais d'un point de vue, surtout pour les OIV qui le protègent. L'ANSSI le fait pour ses bénéficiaires et effectivement, ils sont différents de nos membres. Et donc, on a un regard complémentaire sur celui de l'ANSSI. Et bien entendu, on va s'attacher là cette année à le produire. On va également mettre en place des outils qui vont permettre à nos membres de partager de l'information de manière automatisée. Donc aujourd'hui, on reste sur des partages qui se font de manière opportuniste. Et donc là, on va mettre en place des plateformes avec des outils qui vont nous permettre d'alimenter, d'irriguer un petit peu le réseau de nos membres. Et justement, quelle est votre vision sur l'état de la menace aujourd'hui? Vous me parliez de la guerre en Ukraine il y a 1 an. On s'attendait à un pic de cyberattaques. Est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez constaté? Alors effectivement, c'était même pas, je dirais, une crainte, c'était une certitude. Quand le conflit a éclaté, c'était une certitude qu'il allait avoir un impact sur nos systèmes d'information. Et donc, on est très nombreux à avoir eu des appels de nos directions générales qui nous demandaient et alors, qu'en est-il de la menace en Ukraine ou quel est l'impact pour nous? Et on a été aussi très nombreux à être un peu ennuyés parce que on n'observait pas d'activités spécifiques qu'on était capable de rattacher à ces événements sur nos systèmes d'information. Et donc là, de 2 choses l'une, soit il ne se passe rien, ou soit on ne regarde pas de la bonne manière. Et ça, c'est pas facile de savoir dans quelle situation on se trouve. Et là, l'association a joué, je pense, un rôle clé, c'est qu'elle a permis à ses membres de faire converger leurs analyses. Et quand vous avez 60 équipes qui vous disent, chez nous, on n'a rien vu,
Il est probable qu'on soit du coup dans la première interprétation c'est parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur nos environnements. Donc effectivement, sur le territoire national, qui est notre terrain de jeu habituel, on n'a observé aucun impact évident lié à cette crise ukrainienne. Et comment ça se fait qu'on avait cette certitude qu'il allait se passer quelque chose ? Probablement lié au fait que alors il y a beaucoup de rumeurs et de légendes dans nos métiers, mais il y en a une qui a la peau plutôt dure et qui dit que la Russie est un acteur important de l'écosystème de la cybercriminalité notamment. Et qui a une forme de peut-être tolérance de l'État à ce que certains groupes d'adversaires soient offensifs vis-à-vis des intérêts occidentaux et qu'on les embête pas trop au niveau étatique, quoi. Et donc comme dans le conflit avec l'Ukraine, l'Occident était, les forces occidentales étaient quand même plutôt pas en faveur de la Russie. On s'est dit que voilà, c'est cette capacité qu'avait l'État allait probablement se retourner à un moment contre les intérêts occidentaux. Et en réalité, le constat, c'est qu'ils ont principalement œuvré en direction de leur adversaire direct qui était l'Ukraine et qu'ils n'ont pas eu forcément la capacité d'aller beaucoup plus loin, quoi. Finalement, la guerre s'est vraiment déroulée entre l'Ukraine et la Russie, comme ce qui se passe sur le terrain ? Alors avec les informations dont nous disposons, et je suis très prudent et très humble vis-à-vis de tout ça, c'est effectivement l'analyse qu'on peut faire pour le moment. Et quelles sont les alertes les plus fréquentes aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, c'est pas spécifique à la France, c'est relativement global, mais la menace principale aujourd'hui, elle reste tournée autour des systèmes de messagerie. C'est-à-dire que le point d'entrée initial d'une attaque, c'est très 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 souvent le phishing. Le phishing, voilà. C'est dans beaucoup de cas, c'est ça. Donc on va vous inciter à vous connecter sur un site internet frauduleux. On va vous inciter à ouvrir un document frauduleux. Et parfois, c'est très difficile de se rendre compte que c'est frauduleux parce que c'est extrêmement bien maquillé. Et le point d'entrée initial, c'est ce fameux mail qui reste aujourd'hui très très présent dans le paysage de la menace. Ensuite, ce qu'on voit aussi évidemment beaucoup, c'est tout ce qui est autour des attaques par ransomware, les rançongiciels, donc ces logiciels malveillants qui vont chiffrer le système d'information de la victime, la plupart du temps en ayant préalablement exfiltré des données afin de faire chanter la victime en menaçant de divulguer ces données. Ou de la faire chanter en menaçant de revendre ces données, parfois les deux d'ailleurs, en les exposant puis en les revendant. Donc ça reste aussi une menace très présente, et d'ailleurs très souvent connectée à la première. C'est-à-dire que le point d'entrée d'une attaque par ransomware, bien souvent, c'est un phishing préalablement. Et puis quelque chose qui est plus nouveau que ça, qu'on voit émerger là sur la fin de l'année précédente et continuer à se développer, c'est ce qu'on appelle les stealers, c'est-à-dire des informations, des logiciels malveillants qui sont destinés à voler vos informations d'authentification. Alors on parle parfois en termes un peu techniques des cookies de session, par exemple, des cookies de connexion. Donc c'est des informations techniques qui vont permettre à l'adversaire qui vous les dérobe de se faire passer pour vous sur les sites sur lesquels vous êtes connecté. Donc voilà, il peut. J'ai jamais entendu parler de ce type d'attaque-là. Et c'est quelque chose qui commence à prendre de l'ampleur ? Oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et donc concrètement, pour que si on se met en situation, comment ça se passe ? Aujourd'hui, vous recevez un mail de phishing qui vous dit vous avez par exemple un document Office 365 à ouvrir, qui vous incite à aller vous connecter sur le cloud de Microsoft pour ouvrir une session. En réalité, c'est pas le cloud de Microsoft, c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour lui et il va vous voler votre login et votre mot de passe. Donc ça, c'est classique. Ça, on connaît. Le stealer, il va, par exemple, au travers d'un document que vous allez ouvrir et qui est malveillant, mais voilà, sans vous en rendre compte, il va s'installer sur votre machine et il va voler le secret qui est stocké sur votre machine et qui vous permet de vous faire connaître à Microsoft. Donc il va pas spécialement voler votre mot de passe, il va voler ce jeton d'authentification. Discrètement, vous n'allez même pas vous en rendre compte, il va l'exporter. Et ensuite, comme il détient ce jeton d'identification, il va pouvoir se faire passer pour vous auprès de Microsoft. Et Microsoft va avoir deux connexions, une légitime et puis celle de l'adversaire sur son système. Mais en réalité, Microsoft le voit, mais il a bien du mal à agir parce que aujourd'hui, vous êtes connecté depuis le travail, vous êtes connecté depuis la maison, vous êtes connecté depuis votre téléphone, vous partez en vacances, parfois il y a des gens qui utilisent des VPN, etc. Donc en fait, Microsoft voit nativement beaucoup de connexions pour une
une seule identité. Donc, ils peuvent pas trop il a du mal à le reconnaître. trier sur ça. Et c'est ce qui fait donc le succès de ces stealers, c'est que de manière assez sournoise et puis assez discrète, en fait, ils accèdent à vos informations à votre insu. Donc, pour sensibiliser les gens à ce nouveau type d'attaque, il faut faire attention, encore une fois, à ces mails et à ce qu'on télécharge, c'est ça ? Il n'y a pas effectivement de grandes nouveautés dans le vecteur initial qui reste très, très, très souvent le mail. Alors, on continue à donner les mêmes conseils, qu'il faut appliquer les mises à jour, qu'il faut ne pas ouvrir les documents joints dans les messages dont vous ne connaissez pas les expéditeurs, mais c'est pas toujours suffisant parce qu'il suffit que l'un de vos contacts se soit fait compromettre son environnement pour que justement l'adversaire utilise son carnet d'adresses pour vous diffuser à tous les contacts des documents malveillants. Et là, vous allez recevoir un document d'une personne que vous connaissez. Et donc, vous vous méfiez un petit peu moins. Oui, comme la fraude au paiement un petit peu, au faux virement. Est-ce que c'est quelque chose qui augmente aussi aujourd'hui, le détournement de fonds par... Alors là, on est sur des schémas d'attaque qui sont un peu différents, qui sont souvent basés sur de l'ingénierie sociale. Là, on va avoir un adversaire qui va essayer de se faire passer pour un fournisseur, par exemple, auprès d'un client. Et si vous êtes... Alors, il y a certaines grosses organisations qui ont des fournisseurs auprès desquels ils payent des millions d'euros chaque année dans des grandes entreprises. Et donc, si vous arrivez à vous faire passer pour l'un de ces fournisseurs et juste à intervertir le numéro du compte sur lequel le fournisseur se fait payer ces millions d'euros avec un numéro que vous détenez, ça peut fonctionner. Et là, effectivement, il y a en fait de la manipulation, de l'influence, de la reconnaissance préalable pour essayer de comprendre qui fait quoi dans l'organisation qu'on veut cibler. Et parfois, ça joue juste avec un coup de fil qui peut rapporter des millions. Et ça arrive souvent, ça ? Ça arrive. J'ai pas d'informations détaillées sur la volumétrie, mais ça arrive, oui, bien sûr. Oui, mais le premier type de cyberattaque aujourd'hui reste le rançongiciel, le ransomware. Oui, alors c'est la plus impactante, ça, sans aucun doute, et avec un vecteur initial qui est bien souvent autour de la messagerie. Donc c'est vrai que c'est les systèmes sur lesquels il faut être le plus vigilant possible. Il faut penser aussi à éduquer autant que faire se peut les utilisateurs, donc les sensibiliser à ce risque-là. Nous, on peut voir plusieurs de nos membres qui font des campagnes à visée pédagogique, et donc c'est l'entreprise qui organise elle-même une campagne fictive de phishing et qui va chercher à éduquer ses employés. Pour ceux qui vont tomber dans le panneau, eh bien on va leur expliquer pourquoi ils sont tombés dans le panneau, quelles vérifications ils auraient pu faire pour éviter de se faire attraper, et ainsi de maintenir la vigilance des collaborateurs. Ouais, c'est méga important aujourd'hui, surtout que dès on est un petit peu fatigué ou qu'on fait pas très attention, il suffit d'une lettre qui a changé dans l'adresse mail par rapport à l'adresse mail de confiance de base pour qu'on tombe dans le panneau. Je vous le confirme, ça m'est d'ailleurs presque arrivé il y a quelque temps. Voilà, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, ceux qui sont les plus sensibilisés. On est d'accord, ça arrive pas seulement aux collaborateurs. Ça peut arriver à tout le monde. Je conserverai pas votre qualificatif, mais ça peut arriver à tout le monde parce qu'aujourd'hui, il y a, on en entend parler de temps en temps, ce qu'on appelle des leaks. Donc c'est la fuite d'informations en anglais. Donc c'est un site qui va se faire attaquer et la base des données des utilisateurs est exfiltrée par l'adversaire. Et dans cette base de données, on va trouver l'adresse mail des clients, puis on va trouver leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, leur adresse personnelle. Et ça permet à quelqu'un qui dérobe ces données de forger quelque part un mail de phishing extrêmement convaincant, en vous disant par exemple, vous avez commandé, c'est ce qui m'est arrivé, donc je vous raconte mon histoire, vous avez commandé une boîte de Playmobil sur Amazon et elle va être livrée à votre adresse. C'est votre nom, c'est votre prénom, c'est votre adresse personnelle, il y a votre numéro de téléphone et il y a la boîte de Playmobil que vous avez jamais commandée. Et donc évidemment, vous avez envie de cliquer sur le bouton me connecter à mon compte pour vérifier que c'est vrai. Et au moment où j'allais cliquer, j'ai quand même eu le réflexe de vérifier le lien vers lequel ça pointait. C'était pas du tout sur Amazon, donc j'ai pris mon navigateur, je suis allé sur Amazon, j'ai ouvert mon compte Amazon et j'avais pas de boîte de Playmobil en attente de livraison. C'est ça le bon réflexe, c'est quitter ses mails et aller vérifier via son navigateur. C'est tout à fait ce que vous décriviez, une fin de journée, grosse journée, fatigué, baisse de vigilance, et ça peut arriver à tout le monde. Donc je ne blâme évidemment pas les victimes, c'est quelque chose qui est pas productif,
Et je pense qu'il faut expliquer les risques, les Tout à menaces fait. et essayer de garder la vigilance au plus haut niveau. Et quand ça arrive, justement, c'est là que vos équipes, que les CERT entrent en action. Donc, c'est-à-dire qu'un ransomware est déployé sur un système informatique. C'est le CERT qui va prendre en main la gestion de crise. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe le travail dans un CERT quand on reçoit une alerte? Alors, tout dépend à quel moment vous recevez l'alerte. Si vous avez de la chance ou si vous êtes bien organisé et voilà, au bon niveau, on va dire, vous allez vous rendre compte qu'il y a un utilisateur qui a reçu un mail, qui a ouvert une pièce jointe et que cette pièce jointe a provoqué quelque chose d'inhabituel sur la station de travail de l'utilisateur. Comment vous allez vous en rendre compte? Parce qu'en fait, vous avez des traces de toutes ces activités qui vont remonter dans un système central qui est utilisé pour faire de la détection d'incidents. Et donc, vous avez une alerte qui va arriver assez vite. Et donc, si vous êtes réactif, vous allez pouvoir, il faut être rapide, mais vous allez pouvoir contacter la victime, lui demander de débrancher sa machine, par exemple, récupérer ensuite sa machine, analyser ce qui s'est passé dessus et confirmer qu'il y avait effectivement potentiellement un logiciel malveillant installé. Ce faisant, vous coupez la porte d'entrée de l'adversaire sur votre système d'information et c'est la fin de l'histoire. Donc ça, c'est quand ça se passe bien. D'accord, donc là, l'élément clé, c'est la rapidité de signalement c'est de tout l'attaque. à fait essentiel. Même en cas de suspicion d'attaque, il vaut mieux appeler c'est et tout à signaler fait essentiel, en effet. Parce que si vous ne faites pas ça, effectivement, si vous êtes un peu moins mature, un peu moins bien organisé, ça se passe exactement de la même manière pour commencer. Sauf que comme vous ne vous êtes rendu compte de rien, l'adversaire va prendre la main sur le poste de la victime, puis il va commencer à observer le réseau interne de l'entreprise. Assez vite, il va trouver des points d'entrée, des machines qui sont peut-être pas complètement à jour, des règles de sécurité qui sont peut-être un peu trop permissives à certains endroits. Parfois, il peut même trouver des documents qui décrivent l'architecture informatique de l'entreprise, des dossiers, etc., etc. Il va prendre son temps, ou pas, mais parfois c'est comme s'il se baladait chez nous, quoi, comme quelqu'un qui est rentré dans un appartement maison, pour le cambrioler, et puis après il se balade et il va chercher les bijoux. Voilà, comme vous regardez pas, vous le voyez pas, et il fait ce qu'il a à faire. Et donc, soit on a des cas où ça peut aller très vite, c'est-à-dire ça va durer 48 heures et c'est fini. D'autres cas où ça peut être beaucoup plus long. Alors, souvent, quand les gens restent longtemps, c'est qu'on a aussi des affaires qui peuvent être autour de l'espionnage, qui vont commencer à se développer. Mais dans le cas du rançongiciel, c'est pas le plus courant. La plupart du temps, en rançongiciel, c'est rapide. On a une intrusion qui se déroule un vendredi soir, le lundi matin, l'affaire est entendue et tout le parc de la victime a été chiffré. Donc l'importance, effectivement, c'est d'avoir des systèmes de détection et d'être en capacité de réagir rapidement quand il y a quelque chose d'anormal qui se produit. Et comment ça se passe du coup dans un CERT, une fois que vous avez isolé l'attaquant et que vous l'avez sorti du système informatique? Enfin, il me semble que c'est ça le rôle principal. Qu'est-ce qui se passe? Tout dépend du niveau, je dirais, de méfaits qu'il a réussi à provoquer. Donc si c'est le premier cas que j'évoquais où on a réussi à le détecter assez rapidement, on va en général réinstaller complètement la machine de la victime pour être sûr qu'on a enlevé tout ce que l'attaquant avait pu y déposer et on va reprendre le cours normal de nos activités. Et donc ça va pas mobiliser beaucoup de monde. En revanche, plus on a laissé l'attaquant s'introduire, etc., plus on va passer du temps à reconstruire le système d'information. Et il y a eu certains cas qui ont été publiés dans lesquels, typiquement l'ANSSI par exemple est intervenu. Effectivement, il y a eu le cas de certains hôpitaux, un peu plus loin de nous. Dans le temps, le cas de TV5 Monde qui avait fait aussi couler pas mal d'encre à l'époque, où là le système d'information était pratiquement détruit et c'est des mois de travail pour le reconstruire. Oui, justement, j'allais vous demander, ça met combien de temps à peu près avant de retrouver une situation normale en moyenne, on va dire. Je pense que tous les cas sont différents. Et en attendant, l'entreprise, elle est à l'arrêt, elle ne peut pas fonctionner. Alors effectivement, tout l'enjeu est là, c'est de garder la victime en vie, ce qui est pas toujours simple. Donc chaque cas est différent, mais la plupart du temps, les victimes arrivent à reprendre un début d'activité quelques jours après les attaques, dans les cas les plus sévères de destruction. Mais elles ne s'en remettent jamais complètement avant plusieurs mois, et elles restent la plupart du temps marquées définitivement par ce qui leur est arrivé. Et est-ce que vous arrivez à retracer le chemin de l'attaquant et à savoir qui a attaqué? Est-ce que c'est investigué aussi derrière? Alors effectivement, c'est des choses qu'on
on échange beaucoup en intercert ce type de questions. Donc autant que faire se peut, effectivement, on essaye d'investiguer, de comprendre ce qui s'est passé. Et là, la coopération a tout son sens parce que nos adversaires, ils ont ce qu'on appelle des TTP. En français, c'est les tactiques, les techniques et les procédures. Donc ils ont des caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils ont leur marque de fabrique. L'informatique, c'est très compliqué, il y a plein de failles à plein d'endroits, on ne peut pas tout connaître, donc nos adversaires, ils ont leur terrain de prédilection et ils ont leurs habitudes. Oui, ils ont leur propre méthodologie. Exactement. Okay. Et donc, en fonction des signaux caractéristiques qu'on peut observer, on arrive régulièrement à identifier le groupe qui est derrière l'attaque. Parfois, d'ailleurs, certains d'entre eux ne s'en cachent pas. Certains groupes font ce qu'on appelle du name and shame, c'est-à-dire ils vont s'introduire dans le système d'information d'une victime et ils vont publier son nom sur leur site web. Alors ils ont des sites web qui sont un peu cachés dans des réseaux un peu souterrains, mais qui sont accessibles. Et donc on peut capter l'information. Et c'est d'ailleurs souvent ainsi qu'on sait que telle ou telle organisation a été victime parce que il y a une publicité qui est faite par le groupe d'adversaires. L'objectif est de mettre la pression sur la victime pour l'encourager à payer une rançon. Justement, est-ce que ça vous arrive de rentrer en contact avec ces groupes d'attaquants ? Alors c'est quelque chose c'est aussi des discussions qu'on a et vraiment en ce moment en intercert et on a des contributions très utiles d'une équipe qui est le CECIR de la police judiciaire. Et ils ont une position que je trouve très intéressante sur le sujet parce qu'en fait il existe effectivement des gens qui se revendiquent négociateurs et qui peuvent faire l'interface avec des adversaires. Et la police judiciaire nous recommande vivement de ne pas le faire et d'utiliser plutôt coopérer avec les services d'enquête pour justement utiliser les capacités des gens qui sont formés à ça. D'accord, donc c'est pas vous directement qui allez le faire, vous faitt appel à une équipe spécialisée dans la négociation avec et spécialisée au sens régalien du terme, c'est-à-dire que ce soit des policiers ou des gendarmes, par exemple le GIGN peut faire ce genre de choses pour accompagner une victime. Alors il le fait pas systématiquement, j'imagine, mais c'est dans leur capacité. Par exemple, quand il y a une demande de rançon, systématiquement, on prend contact avec les attaquants ou pas ? Alors la plupart du temps, ça se passe dans l'autre sens. C'est eux qui vous invitent à rentrer en contact avec eux. Ça fait plus sens. Et évidemment, on recommande. Donc déjà, on recommande de ne pas le faire, de ne pas entrer en contact, et évidemment de ne pas payer la rançon. Parce qu'en fait, payer une rançon, c'est financer le crime organisé, qui parfois peut avoir des ramifications étatiques et même aller jusqu'à du financement d'actions terroristes, par exemple. Donc c'est évidemment des choses qu'on ne peut absolument pas encourager. Et ça arrive tout de même qu'elle soit payée Alors c'est une autorité publique, effectivement. Oui. Certaines victimes payent les rançons, parfois parce que c'est une question de vie ou de mort pour elles. Voilà. Si elles ne payent pas, c'est vraiment le dernier recours. Voilà. Finalement, personne n'a envie de payer une rançon à des criminels. Ça m'étonnerait. Bien sûr, mais ça peut être... j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais je vais quand même l'utiliser. Ça peut être un peu une facilité. C'est-à-dire qu'on sait que reconstruire un système, c'est extrêmement lourd, laborieux, coûteux. Et peut-être que si on paye une rançon, ça coûterait un peu moins cher. Donc ça peut être tentant de le faire comme ça, mais vraiment, il ne faut pas le faire. Et en fait, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de se préparer et notamment d'avoir une stratégie, une politique de sauvegarde qui soit solide. Et solide égale, j'ai des sauvegardes qui ne sont pas connectées à mon système d'information. Je sauvegarde mes données et je débranche le câble. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément clé qu'il faut rappeler à toutes les entreprises. Et beaucoup pensent avoir des sauvegardes offline et découvrent au moment de l'attaque qu'en fait, elles étaient connectées. Et donc, si vous écoutez cette émission actuellement, vérifiez que vos sauvegardes sont bien offline. Voilà. Et avoir une politique de sauvegarde, ça veut dire aussi aller jusqu'à faire des essais de restauration réguliers. Parce qu'il y a plein de gens qui sauvegardent leurs données et puis quand ils veulent les restaurer, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne peuvent pas. Parce que voilà, il y a un problème de paramétrage, c'était complet, le système n'avait plus de place pour sauvegarder, etc., etc. Donc il faut tester régulièrement. Alors c'est un peu fastidieux, laborieux, mais le jour où vous en avez besoin, on sera bien content de l'avoir fait. C'est utile de l'avoir fait. À quoi ça ressemble une journée dans un CERT ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'alertes ? Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels, même de fausses alertes ?
Alors, les journées dans un CERT, c'est toutes les mêmes. Ouais. On ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, effectivement, on arrive le matin, on a prévu des choses et en général, on fait tout autre chose. On est complètement... je dirais, il faut aimer l'imprévu pour travailler dans un CERT. Le cours de notre journée est dicté par les événements et donc, on se met à leur disposition, on met nos compétences à la disposition des événements. Alors, effectivement, on a beaucoup d'alertes. Ça, c'est un de nos problèmes. Et quand une alerte arrive, c'est assez difficile de savoir si c'est sérieux ou pas très sérieux. Donc il faut qualifier l'alerte, c'est la première chose. Donc il faut qualifier l'alerte, en effet. Alors on essaye d'améliorer ça, on essaye d'automatiser le maximum de choses pour que l'analyste humain, l'humain qui traite ça, ait le minimum d'actions répétitives à réaliser. Mais c'est un de nos problèmes, c'est ce qu'on appelle la fatigue, dans le sens anglais du terme, l'usure, littéralement, des analystes à force de traiter des incidents qui sont souvent comparables les uns avec les autres. C'est-à-dire que quand on a par exemple une tentative de phishing, c'est pas vraiment quelque chose d'inattendu, de nouveau, etc. On en voit énormément. Il y a beaucoup d'organisations qui en traitent plusieurs milliers chaque année, donc voilà, c'est un peu banal, on va dire, comme situation. Et donc, mais ça prend du temps de les gérer. Mais ça prend du temps, et donc il faut essayer effectivement. On a beaucoup de membres qui essayent justement d'automatiser pour pouvoir se concentrer sur les situations les plus sensibles. Combien il y a de personnes dans un CERT à peu près, et quelle est la typologie de métier dans un CERT? Alors, concernant le nombre de personnes, en fait, il y a pas deux équipes identiques. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'organisation type. Donc, par exemple, sur les activités qu'on évoquait avant de détection des incidents de sécurité, il y a certains CERT qui le font à l'intérieur de leur équipe, et d'autres qui choisissent de le confier, par exemple, à un sous-traitant ou à une autre équipe de l'entreprise. Et les deux fonctionnent. Il n'y a pas de bon modèle et de mauvais modèle. Le bon, c'est celui qui marche chez vous, quoi. Et donc, les tailles d'équipe, ça va être pour les plus modestes, on va être à 2-3 personnes. Et puis les plus grosses, ça peut être plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines, pour des grosses équipes commerciales qui vendent du service par exemple, de détection ou de CERT à des clients. Et ben oui, il y a dans les plus grandes sociétés du marché, plusieurs centaines de personnes qui peuvent y travailler. Et quel est le ratio homme-femme au sein de ces métiers du CERT? Alors c'est une réponse un peu triste que je vais vous faire, je suis désolé, mais je me l'imaginais un petit peu. Aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt 5 à 10%, je pense, en moyenne, des effectifs qui sont féminins. Alors c'est évidemment pas un choix. C'est des métiers qui sont déjà les métiers de l'IT en général sont plutôt masculins. Et effectivement, ces métiers de réponse à incident, ils ont une connotation un peu compliquée, quoi. C'est difficile comme métier. Et je sais pas si c'est cette difficulté apparente qui fait que c'est plus les hommes qui s'y intéressent que les femmes. Enfin, j'ai pas d'explication à ça, mais en tout cas, je trouve que c'est fort dommage parce que j'observe que voilà, les hommes et les femmes sont différents. Je vous apprends rien. La manière d'aborder les choses l'est aussi, et ça nous aide beaucoup d'avoir des points de vue différents quand on a des problèmes imprévus à régler. Oui, je comprends. Ce sujet-là, on l'aborde souvent dans le monde de la cyber. Donc, il n'y a que 11% de femmes représentées dans les métiers de la cyber. Donc, ça concerne aussi évidemment les métiers des CERT. Moi, j'avais jamais entendu parler de ces métiers-là quand j'étais étudiante, lycéenne. Donc, c'est pour ça ça me tient à cœur aussi d'en parler dans les émissions et de rappeler que c'est accessible à tous et que tout le monde peut s'y mettre. Et surtout, je pense, ce que vous disiez au tout début, c'est que dans ce type de métier, il faut être très curieux et aimer l'imprévu. C'est un peu la base. Et puis après, faut se lancer pour savoir si ça plaît ou pas, quoi. Ouais, moi, ça fait donc maintenant quelques années quand même que j'évolue dans ces milieux-là, et j'ai très très souvent entendu des gens dire ça a l'air super intéressant vos métiers. C'est un côté un petit peu, c'est vrai, un petit peu magique, ça fait un peu rêver, mais c'est tellement compliqué, j'y arriverai jamais, j'ai pas le niveau, etc. Oui, ça fait peur. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, en fait. On comprend pas comment ça fonctionne. Voilà, il y a plein de gens qui ont le niveau, et dans l'association, on a donc 80 équipes et qui sont là avec, je pense, un point commun, c'est l'envie de partager, l'envie de coopérer, l'humilité aussi. Et on accueille bien volontiers des gens qui connaissent moins que nous,
ils vont pouvoir nous apprendre autre chose. Donc, je pense que si, parmi les auditeurs de ce podcast, il y a des gens qui se disent pourquoi pas moi, ma réponse c'est foncez. Voilà, le message est passé. Encore une petite dernière question pour moi. Quelle est aujourd'hui la typologie des entreprises qui sont attaquées ou des entreprises d'organisation? On entend très ou trop souvent parler uniquement des hôpitaux publics qui se font attaquer, des collectivités territoriales souvent. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous? Alors, aujourd'hui, sur le terrain de ce type de menace, il y a deux catégories d'attaques principales. Il y a les attaques ciblées et les attaques non ciblées. Les attaques ciblées, ça va être des attaques où on va chercher à s'attaquer à une organisation en particulier. Par exemple, parce qu'elle est stratégique pour un domaine d'activité, ça peut être une banque, ça peut être un transporteur aérien, un industriel de défense. Donc ça, c'est des typologies d'attaques dont on entend généralement assez peu parler parce qu'elles sont assez chirurgicales. Parfois, les adversaires arrivent à s'introduire, ils peuvent rester même parfois des années avant d'être débusqués. Et donc celles-là, on les connaît pas très très bien. Et puis à côté de celles-là, on a les attaques non ciblées et celles-là, littéralement, elles touchent tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que l'adversaire, quand il a réussi à s'introduire dans un système d'information, les premières heures, il sait pas où il est. Il peut être arrivé, comme je le disais tout à l'heure, dans une boulangerie, ou dans un hôpital public, aussi bien qu'un hôpital public, aussi bien qu'une administration. Donc ces attaques par définition, elles n'ont pas de. Est-ce qu'une fois qu'ils savent qu'ils sont dans le système informatique dans un hôpital public, ils se disent je vais pas attaquer, c'est un hôpital? Est-ce qu'il y a une règle? Alors, c'est des gens qui ne respectent aucune loi, bien entendu. Et l'histoire montre qu'ils n'ont aucun problème d'éthique à aller s'attaquer à un hôpital, y compris en période de pandémie mondiale. Donc, c'est pas vraiment des gens bien, quoi. Non, il y a pas de règle en la matière. Et c'est même d'ailleurs, moi, à titre individuel, je suis même surpris de voir qu'ils dépensent du temps à s'introduire dans les hôpitaux. Et qu'ils imaginent pouvoir en retirer une rançon. Parce qu'il me semble évident qu'on ne paiera jamais. Donc, même si la victime, ils arrivent à s'introduire dans son SI, tout le temps qu'ils y passent, c'est du temps perdu pour eux. Donc, c'est vrai que je n'ai pas d'explication à ça. Donc, en gros, ils vont voler les données et puis peut-être les revendre sur le Darknet. C'est peut-être là que ça se joue au final. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations qui permettent de confirmer cette hypothèse. C'est une hypothèse, effectivement, mais il n'y a pas de fuite massive de données médicales qui ont été observées suite à ces intrusions. Donc, on peut pas étayer cette hypothèse. D'ailleurs, est-ce que vous surveillez ce qui se passe sur le Darknet? Vous regardez les fuites de données? Est-ce que c'est possible aussi d'apprendre qu'il y a eu une cyberattaque avant que l'entreprise le sache elle-même parce que ces données ont fuité sur le Dark Web et vous l'avez vu? Alors, au niveau de l'association, nous, on ne réalise aucune activité de ce type. On est, je vous le disais, le catalyseur des échanges. Mais effectivement, certains membres se protègent en surveillant ce qui est accessible, je dirais, librement, et en vérifiant qu'il n'y a pas des données les concernant qui seraient exposées. Donc ça, évidemment. Donc chaque CERT fait suit l'évolution de la menace de son côté. Effectivement. Et puis après, c'est un partage exact entre quand vous trouvez des informations d'un homologue, rien ne vous interdit de l'informer que vous avez trouvé quelque chose. C'est des choses qu'on peut être amené à faire, que différentes équipes font en effet. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric Lebastard. C'est bon pour moi, je n'ai plus de questions. J'ai appris énormément de choses. Je trouve que l'Intercert, c'est une formidable organisation d'entraide entre entreprises qui sont même parfois concurrentes. Donc, c'est vraiment une très belle chose. Bravo pour tout ce travail. Je vais suivre avec grand intérêt toute votre documentation qui va sortir certainement dans les mois, années à venir sur l'état de la menace. Donc, merci d'être venu nous parler de votre organisation. À mon tour, je vous remercie pour votre podcast. Je pense que c'est très utile de démystifier et de vulgariser les sujets cyber qui sont souvent vus comme un peu mystiques. Surtout le monde de la cyber. Merci de faire cet effort de pédagogie. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, Le Monde de la Cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.